vis-à-vis de la Fédération de la Russie. Du reste, son pays est donc en phase avec la volonté affichée des plus hautes autorités burkinabées de dynamiser cette coopération sur la base du respect de la souveraineté des deux pays. Dans un communiqué rendu public le 15 janvier 2023, la présidence algérienne a fait savoir que le chef de l'État Abdelmajid Tebboune a reçu un appel téléphonique de la part de son homologue français Emmanuel Macron. Lors de cet entretien téléphonique entre les deux chefs d'État, il a été entendu que le président de la République Abdelmajid Tebboune se rendra en France pour une visite d'État officielle en mai 2023. Cette visite doit, selon l'Élysée, s'inscrire dans la continuité du travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. Fin août 2022, les deux chefs d'État avaient relancé la coopération bilatérale dans une déclaration commune signée en grande pompe, ouvrant la voie à un assouplissement du régime de visa accordé à l'Algérie en échange d'une coopération accrue d'Alger dans la lutte contre l'immigration illégale. La question empoisonnait les relations bilatérales après que Paris avait divisé par deux à l'automne 2021 le nombre de visas octroyés à l'Algérie, jugé pas assez prompte à réadmettre ses ressortissants expulsés de France. Mais le dossier a été réglé mi-décembre lorsque la France a annoncé par l'intermédiaire de son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin un retour à la normale de l'octroi de visas aux ressortissants algériens après une décision similaire pour les Tunisiens et les Marocains. Aussi, l'éternelle question mémorielle autour de la colonisation française et la sanglante guerre de libération, également au cœur d'une grave embrouille entre les deux pays à l'automne 2021. Sur cette question précise, Alger et Paris ont décidé de créer une commission d'historiens algériens et français chargée de travailler sur le passé commun des deux pays. L'annonce a été faite par biais d'un communiqué ce dimanche 15 janvier 2023, en disant, je cite, « AFTU porte à la connaissance des usagers qu'en raison de l'augmentation du prix du carburant et des coûts élevés des charges d'exploitation, les prix des sections tarifaires de toutes les lignes du réseau connaîtront un réajustement à compter du lundi 16 janvier 2023. » Fin de citation. Laquelle invite ainsi les usagers à prendre les dispositions nécessaires pour une bonne application de la mesure. Le prix des carburants a augmenté depuis déjà une semaine au Sénégal. Cette hausse de 100 francs CFA du coût du gasoil et de l'essence s'explique par la persistance de la crise internationale qui affecte le coût des matières premières ainsi que l'économie mondiale. Le gouvernement a donc décidé de réduire la subvention sur le carburant et l'électricité pour l'orienter vers les Sénégalais qui en ont le plus besoin. Le président Macky Sall avait pourtant annoncé lors de son discours à la nation le 31 décembre que l'effort de protection sociale serait renforcé en 2023. 450 milliards de francs CFA devraient être mobilisés pour la subvention de produits alimentaires et même énergétiques. Parmi les voix qui s'élèvent pour condamner les jets de gaz subis par le convoi de l'imam Mahmoud Dicko figure celle de la Convergence pour le développement du Mali, qui, au-delà de la condamnation, a vu dans cet incident une grave menace contre la cohésion et la fraternité dans le pays. C'est ce qu'elle a indiqué dans un communiqué publié dans la foulée de l'acte. La Convergence pour le développement du Mali a appris avec consternation le 14 janvier 2023 l'attaque perpétrée contre le convoi de l'imam Dicko, de retour d'un voyage à l'extérieur, où il a été désigné officiellement membre permanent de la Ligue islamique mondiale. Cette attaque contre les paisibles citoyens et l'imam, avec jeu de gaz lacrymogène, constitue tout simplement une grave menace contre la fraternité dans le pays, jadis saluée comme un modèle de tolérance. La CODEM condamne avec vigueur cette attaque contre les fidèles venus célébrer l'imam Dicko, un homme de paix et respectueux de l'état de droit. Le parti CODEM en appelle ainsi à la responsabilité de tous et demande aux autorités de faire toute la lumière sur cet incident malheureux. Suite à la crise énergétique qui frappe le pays depuis plusieurs années et des difficultés rencontrées par la compagnie nationale qui produit plus de 90% de l'électricité du pays, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, se voit annuler sa participation au Forum économique mondial de Davos en Suisse qui s'ouvre ce 16 janvier 2023.
Il s'entretiendra avec les responsables des partis politiques, également avec la National Energy Crisis Committee et le conseil d'administration de la compagnie nationale qui produit près de 90% de l'électricité du pays. Les coupures d'électricité s'intensifient en Afrique du Sud depuis quelques années. Eskom, ne parvenant pas à suivre le rythme de la demande et à entretenir ses infrastructures vieillissantes, la plupart des centrales au charbon. Cependant, les pannes ont atteint de nouveaux records ces 12 derniers mois, la compagnie se défendant en mettant en cause des sabotages. En décembre dernier, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a attribué la crise à la mauvaise gestion et à la corruption d'Eskom dans un discours prononcé lors de la 55e conférence nationale du Congrès national africain, en abrégé ANC, le parti au pouvoir. Ces coupures qui ont déjà coûté au pays des centaines de millions de dollars en perturbant le commerce et l'industrie exacerbent le mécontentement des populations. D'autant plus qu'Eskom va augmenter ses tarifs de 18,65% à partir du mois d'avril. Dans ce contexte, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a appelé samedi dernier les Sud-Africains à se joindre à une grande marche de protestation le 25 janvier à Johannesburg pour exprimer leur colère face à la hausse des tarifs de l'électricité et à la mauvaise gestion du secteur par Eskom, qui est par ailleurs rongé par la corruption. Les chefs de la diplomatie française et allemande ont appelé le 13 janvier 2023 les pays africains à condamner l'agression russe en Ukraine tout en insistant sur la volonté de l'Union européenne d'intensifier ses relations avec l'Union africaine. Catherine Colonna de la France a laissé entendre qu'il est important à propos de la guerre en Ukraine de se souvenir qu'il y a un agresseur et un agressé et il est important que tous disent à l'agresseur qu'il doit cesser son agression. La ministre française Catherine Colonna a insisté sur le fait que la France et l'Allemagne ont des intérêts communs et des attentes à l'égard de leurs amis africains. Des déclarations faites à l'issue d'un point de presse au siège de l'Union africaine. Même message délivré par son homologue allemande Annalena Baerbock. Selon la diplomate, la paix en Europe est attaquée et donc l'Europe a besoin de l'Afrique pour défendre la paix. Les deux ministres arrivés le 12 janvier dernier en Éthiopie pour une visite de 2 jours s'exprimaient aux côtés de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Plusieurs États africains s'étaient abstenus en mars 2022 lors d'un vote de l'Assemblée générale des Nations unies sur une résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. À en croire les dires des deux acolytes, on voit l'effet de cette guerre russe brutale partout dans le monde et particulièrement dans la Corne de l'Afrique où la Russie utilise les céréales comme une arme de guerre en entravant les livraisons ukrainiennes. Les envoyés spéciaux disent par ailleurs vouloir intensifier la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Madame Baerbock a rappelé le soutien de l'Allemagne à une réforme du Conseil de sécurité permanent de l'ONU qui permettra au continent africain d'y avoir 2 sièges permanents. Catherine Colonna, de son côté, a également prôné une meilleure intégration du continent africain à la gouvernance mondiale avec une meilleure représentation de celui-ci au Conseil de sécurité et une place de l'Union africaine au sein du G20, qualifiant d'injustice qui doit être réparée. La tranche d'information, l'information telle que traitée par la rédaction centrale de For You Media Africa ce matin. Dans le cadre de votre programme For You Matin, je vous rappelle une fois de plus, nous reviendrons dans un premier temps sur ce qui se passe du côté du Burkina Faso. On parle bien sûr de ce nouveau mode opératoire des terroristes, les enlèvements de femmes, une situation qui nous rappelle étrangement celle qu'on a vécue du côté du Nigeria avec le groupe terroriste Boko Haram. Selon les informations qui nous parviennent d'ailleurs à l'instant, il faut le dire, le bilan se serait donc alourdi, passant d'une 50aine à 80 femmes enlevées, précisément les 12 et 13 janvier dernier à Arbinda, une localité située au nord du Burkina Faso. En deuxième partie de cette émission de For You Matin, nous parlerons de l'alliance renforcée en fin de semaine dernière entre les États-Unis
et le Japon. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré le président américain Joe Biden. Les deux personnalités se sont donc entendues sur le renforcement de leur coopération, une alliance qui clairement aujourd'hui se positionne comme un bloc qui voudrait notamment faire face à Pékin qui jusqu'ici a donc clairement affiché ses intentions vis-à-vis de l'île de Taïwan. Que vaut cette alliance? Que vaut véritablement bien sûr ce bloc aujourd'hui quand on revient notamment sur cette tournée du Premier ministre japonais Fumio Kishida qui s'est non seulement rendu du côté des États-Unis mais qui était également du côté de Paris ou encore du côté de Londres. Nous en parlerons, ça sera en deuxième partie de cette émission de For You Matin. Pour en parler, ils sont deux, je vous le disais d'entrée, le docteur Sango que nous avons eu le plaisir à présenter tout à l'heure. Jonathan Batengene sera également des nôtres dans le cadre de la deuxième thématique. Mais messieurs, il faut qu'on démarre, il faut qu'on lance bien sûr nos différents échanges autour de nos principales thématiques. Et nous sommes du côté du Burkina Faso avec ce nouveau mode opérateur Dr Sango qui se décide décidément, visiblement de ce côté. En fin de semaine dernière, on nous parlait d'une 50aine de femmes qui auraient donc été enlevées du côté d'Arbinda, un arrondissement situé au nord du pays. Sauf que selon les informations qui nous parviennent à l'instant, le bilan se serait donc alourdi, passant de 50 à 80 femmes enlevées en deux vagues de ce côté, soit les 12 et 13 janvier dernier. Alors, quel est d'entrée votre commentaire sur ce nouveau mode opératoire, notamment employé par les terroristes, précisément du côté du Burkina Faso? D'entrée de jeu, il faut dire que nous sommes là dans une situation de guerre asymétrique parce que vous savez que la lutte contre le terrorisme, c'est généralement un conflit qui ne se fait pas de manière conventionnelle, qui ne met pas sur la scène deux protagonistes de manière officielle. Il y a toujours un protagoniste officiel qui est généralement l'État, le gouvernement. De l'autre côté, nous avons ces terroristes-là qui sont disséminés parfois dans la population, parfois dans l'ombre, ce qui rend difficile leur éradication parce que ne sachant pas techniquement et précisément qui est terroriste et qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, avec cet enlèvement des femmes au niveau du Burkinabé, il faut comprendre tout simplement que cela entre dans le mécanisme de ces djihadistes-là, de ces terroristes-là, qui ont toujours privilégié ce genre de méthodes lorsqu'ils sont en difficulté. Donc, vous avez très bien fait de convoquer l'exemple de Boko Haram au Nigeria et même au Cameroun, et même aussi plusieurs autres groupes terroristes. C'est généralement les mêmes méthodes, les mêmes tactiques et les mêmes stratégies qu'ils emploient souvent face à l'État, face à un gouvernement qui se montre de plus en plus déterminé à les éradiquer et à les supprimer. Donc, pour moi, je vois tout simplement que ces terroristes-là du côté du Burkina Faso, avec cet enlèvement des femmes, montrent tout simplement leur affaiblissement, leur affaiblissement également, pour montrer qu'en réalité, en face, ils ont cette fois-ci un gouvernement qui est déterminé à ne plus collaborer avec eux, qui est déterminé à ne plus les manipuler, qui est déterminé à les éradiquer totalement. Vous allez voir que lorsque ces djihadistes-là procèdent par enlèvement, cela augure deux choses. La première, c'est que peut-être ils sont déjà en difficulté face à la riposte gouvernementale. Deuxième chose, il faut également, et cela montre également qu'ils sont peut-être en déficit financier. D'accord? Peut-être lorsqu'ils font ces enlèvements-là, c'est pour des demandes de rançon. Demander par exemple les rançons. C'est l'objectif recherché. Effectivement, ne soyons pas surpris que dans 2 ou 3 jours, ils vont demander les rançons. Ils vont demander à ce que le gouvernement vienne négocier pour libérer ces femmes-là. Le même scénario, c'est le même scénario que nous avons vécu avec les femmes de Chibok au Nigeria. Vous savez que ces femmes-là avaient été maintenues en captivité pendant des mois, voire même des années. Mais au finish, elles ont été libérées parce que le gouvernement aurait négocié, le gouvernement aurait, entre guillemets, donné des rançons. Donc, sur le plan stratégique et technique,
cela montre tout simplement que les terroristes aujourd'hui, du côté du Burkina Faso, sont, n'est-ce pas, en difficulté. Ils sont en difficulté lorsqu'on voit la configuration du nouveau gouvernement qui vient de se mettre en place. Vous savez que Traoré aujourd'hui est décidé d'en finir avec le terrorisme. Et vous savez que Damiba est parti, c'était pour ses causes sécuritaires. Les coups d'État se sont succédés dans ce pays-là. La cause fondamentale, c'était la cause sécuritaire. Donc, Traoré aujourd'hui n'a pas droit à l'erreur. Il doit réussir là où Damiba a échoué. Parce que le peuple est en train de les regarder. Donc moi, en tant qu'analyste, je dis tout simplement que ce sont ces stratégies techniques, militaires, déterministes que le gouvernement Traoré et son équipe sont en train d'implémenter de ce côté-là, qui poussent ces djihadistes, ces terroristes à recourir à ce genre de pratique. Parce que lorsque le terroriste est vraiment redoutable, lorsqu'il est techniquement fort, parfois il ne cherche pas à recourir à ce genre de mécanisme, il vient en face, d'accord? Mais lorsqu'il part déjà au niveau des couloirs, lorsqu'il utilise des stratégies telles que les enlèvements, tels que les assassinats, tels que les kamikazes, cela montre techniquement et stratégiquement que ils sont en défaillance, ils sont en déficit, et ce qui montre que le gouvernement Traoré est en train de faire un très bon travail. Donc, sur le plan de l'analyse globale, nous allons tout simplement dire que les populations burkinabées ne doivent pas s'inquiéter. Parce que... Justement, parce que ça allait d'ailleurs être l'une de mes relances, Dr Sango, c'est-à-dire l'un des objectifs également recherchés par un mode opératoire pareil, c'est généralement de créer la stupeur au sein de la population, ou du moins au sein, bien sûr, de la communauté. Mais là, avec ce processus, on comprend mal aujourd'hui certains, ou du moins certains Burkinabés, ou du moins certaines femmes de ce côté puissent tranquillement vaquer à leurs occupations, notamment dans cette localité d'Arbinda, au nord du Burkina Faso. L'objectif qui est de créer la stupeur. Comment pourrait-on véritablement y remédier? Jusqu'à présent, on parle des réactions qui se sont notamment multipliées. On parle du gouverneur du Sahel qui a réagi. On parle de la France, entre autres, qui a appelé à la libération immédiate. Les Nations Unies également qui ont réagi en appelant bien sûr à ce que ces femmes-là soient libérées. Mais concrètement, sur le terrain, est-ce que vous pensez que cette stupeur-là ne pourrait véritablement pas prendre place aujourd'hui? C'est vrai que ce n'est pas facile sur le terrain. Lorsque une femme ou alors des femmes voient qu'à côté d'elle, on a eu à enlever certaines autres femmes, sur le plan d'abord technique et humain, ce n'est pas facile d'accepter cela. Mais il faut comprendre que l'objectif maximaliste de ces terroristes-là, c'est de déstabiliser la quiétude, la conscience de ces populations-là. Parce que la lutte contre l'insécurité, c'est une lutte qui se fait fondamentalement avec la population. Lorsque la population n'est pas avec vous, vous allez beau mettre sur pied des politiques sécuritaires savantes, mais elles ne vont pas aboutir. Donc l'objectif des djihadistes et des terroristes aujourd'hui, c'est de déstabiliser cette population-là qui est de plus en plus en phase avec le gouvernement Traoré. Donc ce qu'il faut dire à travers les analyses que nous faisons ici, c'est que ce que ces terroristes venaient de faire là, c'est un signal qui montre qu'ils sont en train d'être décimés par le gouvernement. La population doit savoir que c'est déjà un acte qui montre que d'ici quelques jours, le gouvernement va en finir avec ces terroristes. Donc c'est l'occasion pour moi de leur dire et de leur rassurer qu'ils ne doivent pas paniquer. C'est vrai, elles doivent rester prudentes. Elles doivent rester prudentes de telle sorte que capables de donner des renseignements, tout genre de renseignements au gouvernement pour qu'ensemble, ce travail du gouvernement qui commence déjà à porter des fruits puisse, n'est-ce pas, ici mener ce combat à terme. Donc, la population aujourd'hui, c'est un élément important sur lequel le gouvernement et même aussi et surtout davantage les terroristes veulent utiliser pour remporter la victoire dans un camp comme dans un autre. Du côté des terroristes, ils veulent tout simplement inculquer dans la conscience
de ces populations-là que à tout moment, vous pouvez être frappé, à tout moment, vous pouvez être enlevé. Or, du point de vue gouvernemental, il est question de montrer à ces populations-là que partout où peuvent se trouver ces terroristes-là, aujourd'hui, nous avons la technologie capable de les répertorier et de les neutraliser. Vous savez que le Burkina Faso a aujourd'hui un nouveau partenaire sur le plan stratégique et militaire qui est la Russie. Et vous savez que ce terrorisme-là, ce djihadisme-là a perduré au Burkina Faso parce que, entre autres, le Burkina Faso n'était pas souverain au niveau du renseignement, au niveau de l'espace. Donc aujourd'hui, avec l'avènement de ce nouveau partenaire qu'est la Russie, le gouvernement burkinabé aujourd'hui est capable de répertorier, de localiser ces djihadistes-là et de les frapper, n'est-ce pas, de manière définitive, de telle sorte que la paix puisse revenir du côté du Burkina Faso. Donc, la population ne doit pas paniquer, la population doit rester focus avec leur gouvernement pour dire que, pour accompagner le gouvernement burkinabé qui a montré sa bonne foi à lutter contre l'insécurité dans leur pays, contrairement au gouvernement précédent d'Amiba, qui était beaucoup plus collaborationniste, qui était beaucoup plus minimaliste, qui ne voulait pas aller, n'est-ce pas, jusqu'au bout, qui ne voulait pas pousser l'opium jusqu'au bout, comme le fait le colonel Goïta au Mali pour éradiquer ce terrorisme-là. Donc, nous voyons techniquement que le gouvernement Traoré est en train de suivre les pas du gouvernement malien qui s'est inscrit dans une posture, comme je dis souvent, maximaliste et non une posture minimaliste. Une posture maximaliste, une posture une posture minimaliste. De toutes les façons, du côté du Burkina Faso, ça semble d'ailleurs être l'une des priorités, même pas que ça semble, c'est l'une des priorités clairement affichées par les autorités de la transition. On parle bien sûr du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé le 30 septembre 2022 au pouvoir, après bien sûr avoir renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Dabiba. Par la suite, bien sûr, le président de la transition burkinabé, chef de l'État, a nommé un gouvernement qui est dirigé par M. Apollinaire Kielem d'Etambelem. Aujourd'hui, clairement, les autorités de la transition affichent leur volonté, celle de barrer la route aux terroristes de ce côté. Docteur Sango, quand on a en face des terroristes qui optent pour un mode opératoire différent, c'est-à-dire différent des attaques qu'on a eu très généralement en répétition du côté du Burkina Faso. On avait des voitures piégées, on avait des attaques djihadistes entre autres. Quand on change de mode opératoire pour cette fois procéder aux enlèvements, en face, quelle est la stratégie qu'on devrait mettre sur pied, notamment pour barrer la route à ces groupes djihadistes? La stratégie qu'on devrait mettre sur pied, c'est d'abord la stratégie du renseignement. Le renseignement doit être renforcé. Tant au niveau de l'espace qu'au niveau du sol, mais aussi et surtout la collaboration entre l'armée et la population. C'est très important parce que ces djihadistes-là, ces terroristes-là qui sont maintenant en train de privilégier le mode de pénétration, pénétration non conventionnelle, veut tout simplement mettre l'État en difficulté. Or, l'État aujourd'hui doit privilégier la population parce que c'est la population qui sera son véritable gendarme. Comme je vous dis souvent, le terrorisme a pour principale victime la population. C'est la population qui est sur le terrain. C'est la population qui est généralement vulnérable. C'est la population qui est généralement utilisée parfois par ces terroristes-là pour commettre leur forfait. Donc, face donc à cette nouvelle stratégie, à cette nouvelle reconfiguration technique militaire de la part des djihadistes et des terroristes, l'État doit tout simplement renforcer le renseignement au niveau de l'espace, renforcer le renseignement au niveau du sol, mais aussi et surtout consolider, n'est-ce pas, la collaboration entre le gouvernement et la population. Parfois, cette population-là détient souvent des renseignements tellement techniques, mais parfois a peur de les mettre à la disposition du gouvernement parce que
peut-être ayant peur des représailles du côté de ces djihadistes et de ces terroristes-là. Donc, justement, pour enchérir ce que vous dites, docteur, oui. C'est une façon de se dire que oui, quelque part également, peut-être, vous avez raison, parce qu'il n'y a pas très longtemps de cela, les autorités de transition ont lancé une vaste opération de recrutement des VDP, c'est-à-dire des volontaires pour la défense de la patrie, c'est-à-dire qu'ils ont compris de prime abord l'importance d'inclure ces populations dans la lutte contre ce terrorisme. C'était une petite parenthèse. Vous pouvez poursuivre, docteur. Effectivement. Donc, il faudrait que le gouvernement rassure la population. Oui. Le militaire ou le gendarme, voire le policier, oui, ne doit plus être l'ennemi de la population, parce que généralement, nos armées ont, n'est-ce pas, démontré pendant longtemps qu'il n'y a pas antipathie parfois, oui, entre militaire et peuple, entre, oui, le civil et le militaire. Or, le militaire est généralement là pour protéger, oui, la population. Donc, le véritable recours du peuple lorsqu'il est en difficulté devrait d'abord être le militaire, devrait d'abord être le policier ou le gendarme. Donc, le militaire doit se sentir en sécurité lorsqu'il voit un gendarme à côté de lui. Donc, on doit on doit sortir de ce schéma de la terrorisation du peuple, du civil. Il faudrait que la collaboration civile-militaire soit renforcée pour que les populations qui détiennent généralement des renseignements, des informations, ne puissent pas hésiter à les mettre à la disposition des militaires, à les mettre à la disposition du gouvernement. Vous savez que le peuple est généralement en cheval. Dans ces luttes contre l'insécurité, le peuple est généralement en cheval entre le terroriste et le gouvernement. Oui. Parce que le peuple qui est, par exemple, oisif, d'accord, vous savez que ces djihadistes-là recrutent dans la population, au sein de la population. Ils font leur recrutement au sein de la population. Pourquoi est-ce que certains citoyens acceptent d'adhérer à ces groupes djihadistes? Il faut donc s'interroger pour montrer la responsabilité également du gouvernement. Parce que ce citoyen-là est oisif, parce que ce citoyen-là n'a rien à faire, parce qu'il est chômeur, parce qu'il est dans la misère, alors il va décider délibérément d'adhérer à ce terroriste-là. Il faut aussi s'intéresser aux conditions sociales dans lesquelles j'en arrive. Donc, il n'hésitera pas à adhérer à la demande de ce terroriste-là qui va venir lui brandir des millions, des centaines de millions pour ce combat. Donc, l'État aujourd'hui ne doit pas seulement privilégier la riposte militaire d'éradication contre ces terroristes-là. Ils doivent également privilégier d'autres mécanismes tels que le bien-être de la population, donner l'emploi à la population pour que cette population-là ne soit pas de plus en plus oisive. Parce que c'est l'oisiveté, c'est la pauvreté qui pousse généralement cette population-là à adhérer à ces combats des djihadistes et des terroristes. Donc, la lutte contre l'insécurité, M. Nguéné, n'est pas une lutte, n'est pas seulement adossée sur le volet sécuritaire. Et aujourd'hui, si beaucoup de pays n'arrivent pas à éradiquer le terrorisme, si le terrorisme perdure aujourd'hui dans le monde et dans certains pays fondamentalement africains, c'est parce qu'on a longtemps privilégié cette grille militaire, cette grille armée, en croyant que c'est seulement avec cette méthode armée qu'on pourra éradiquer le terrorisme. Lorsqu'on fait le brainstorming des causes du terrorisme, on va bel et bien voir que il n'y a pas seulement cette cause délibératrice volontaire de quelqu'un qui peut dire que ok, moi je me lève pour devenir terroriste. Il y a plusieurs causes. Il y a les causes humanitaires, il y a les causes, n'est-ce pas, humaines, il y a les causes, n'est-ce pas, politiques, il y a les causes stratégiques. Donc, toutes ces causes-là devraient être recensées par des gouvernements pour les mettre à leur faveur, pour voir où est-ce que par le terrorisme, question, n'est-ce pas, de l'arrêter, question, n'est-ce pas, de le résoudre définitivement. Mais tant que on va seulement privilégier la grille armée, la grille militaire de lutte contre le terrorisme ne finira jamais, parce que la véritable cause, c'est l'oisiveté, c'est la misère de nos gouvernements, de nos populations, c'est le chômage, et parfois qui est la conséquence
des mauvaises politiques sécuritaires, des mauvaises politiques publiques et économiques développées par nos présidents, nos gouvernements qui conduit à cela. Donc vous comprenez donc que je suis en train de démontrer ici que le gouvernement africain devrait également privilégier la bonne gouvernance. Oui. Parce que la bonne gouvernance est cette gouvernance qui voudrait que tout le peuple soit associé dans la gestion des affaires de la cité. Or, lorsque vous allez voir certains pays aujourd'hui, il y a souvent cassures, fissures, désadéquations entre les gouvernants et la population. Il y a ce que j'appelle souvent la patrimonialisation du pouvoir, la privatisation du pouvoir, qui fait en sorte que une catégorie du peuple pense que le pouvoir c'est pour les autres et que eux ils sont condamnés à rester dans la misère. Une telle posture, une telle attitude pousse généralement le peuple à se révolter, à prendre des armes et à lutter du côté des djihadistes et du terrorisme. Merci à vous, Dr Sango. Je voudrais d'ailleurs que vous rebondissiez rapidement sur le rôle également que pourraient jouer éventuellement les partenaires, notamment sur le plan international. Le Burkina Faso est engagé aujourd'hui dans une vaste opération de révolution, particulièrement de ce côté, à l'image de ce qui se vit du côté du Mali, où on assiste à une révolution entamée par le colonel Assimi Goïta. C'est pratiquement la même voie que semble emprunter aujourd'hui le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, par ailleurs chef de l'État. Alors, dans cette lutte contre le terrorisme, notamment pour un pays comme le Burkina Faso, quel peut bien être l'apport des partenaires stratégiques ou du moins des partenaires internationaux? L'apport des partenaires reste toujours important parce que la lutte contre le terrorisme est un phénomène global. D'accord? On ne peut pas prétendre lutter le terrorisme de manière unilatérale. Qu'on soit un État puissant ou qu'on soit un État sous-développé, la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte qui nécessite la convergence des forces qui visent la collaboration entre les partenaires. Maintenant, puisqu'on parle des partenaires, on parle des relations internationales parce que nous sommes déjà là appelés à collaborer avec d'autres pays. C'est d'autres pays qui vont maintenant chercher à signer des accords, des alliances avec d'autres pays. Et il y a souvent ce que j'appelle souvent l'intérêt égoïste national de certains pays qui fait en sorte que cette lutte contre le terrorisme-là ne soit pas totalement positive. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, les pays africains, s'ils doivent compter sur ce partenariat-là, si le partenariat aujourd'hui peut jouer un rôle important dans la lutte contre le terrorisme, il faut sortir, n'est-ce pas, du schéma du partenariat moniste que ces pays ont longtemps privilégié pour entrer dans un nouveau schéma que j'appelle généralement le schéma de la diversification du partenariat. Parce que lorsque vous restez focalisé sur un partenariat moniste, vous savez que les pays comme la France, bref, les pays de ce qu'on appelle souvent en géopolitique et géostratégie, les pays du précaré français, sont longtemps restés dans ce partenariat moniste avec un seul partenaire. Ce qui fait que sur le plan technique, stratégique et opérationnel sur le terrain, cela posait des difficultés parce que chaque fois que l'intérêt de ce partenaire-là était menacé, il utilisait la technologie militaire à sa faveur. Cela mettait, n'est-ce pas, ici en difficulté la lutte contre le terrorisme. Or, du point de vue donc de la diversification du partenariat, il est clair que les États n'ayant pas les mêmes intérêts, il y aura toujours un partenaire parmi ces multiples partenaires que vous aurez, n'est-ce pas, trouvé sur la scène internationale, qui sera solidaire à votre lutte, à votre faveur. Parce que si les intérêts des États ne se ressemblent pas du point de vue de la nature sur la scène internationale, il arrive parfois que, du point de vue stratégique et militaire, que certains intérêts se rapprochent, que certains intérêts coïncident. Et ce rapprochement-là, cette coïncidence-là, fait souvent en sorte que sur le terrain, on puisse établir ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc aujourd'hui, vous avez soulevé le problème du partenariat, c'est incontournable. Mais si et seulement si les pays africains en finissent, tournent le dos, n'est-ce pas, du schéma du partenariat moniste pour privilégier la diversification du partenariat. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est un seul partenaire qui peut
permettre à un État de lutter contre le terrorisme. Il faut diversifier parce que c'est dans la diversification qu'on pourra trouver quelqu'un, un pays un peu sincère, parce qu'il y a ce problème de l'hypocrisie internationale également, qui est la conséquence de l'intérêt national de chaque État. Puisque sur la scène internationale, les États ne sont pas toujours sincères. Les États ne viennent pas toujours avec leur vraie face. Les États viennent toujours avec un point de poignard derrière le dos. Il appartient donc aux États africains fondamentalement et à chaque État d'être vigilant. D'être vigilant parce que je dis souvent que la scène internationale est comme ce rencontre du dialogue. Et le dialogue n'est pas souvent quelque chose de faiblard. Ce n'est pas un faiblard qui peut dialoguer. Parce que les gens pensent souvent que lorsqu'on parle de dialogue, c'est synonyme de faiblesse. Lorsqu'on parle de dialogue, c'est synonyme, n'est-ce pas, d'impuissance. Non, c'est même souvent le haut lieu de la définition des stratégies militaires et des rapports de force. Parce que lorsque vous n'êtes pas techniquement stratège, prudent, vous ne pouvez pas savoir dialoguer, savoir négocier. Donc, moi je dis tout simplement pour sortir de cette question-là que le partenariat peut jouer un rôle très important. Mais un partenariat diversifié, un partenariat multipolaire. Parce que l'expérience a montré dans les études sécuritaires que la définition ou alors le fait de privilégier deux partenaires ou plusieurs partenaires pour une même cause, pour une même situation, cela instaure souvent un équilibre de terreur qui fait en sorte que l'autre a peur de poser un acte parce que l'autre peut riposter à chaque moment. Donc cet équilibre de la terreur peut profiter aux États africains, peut, n'est-ce pas ici, instaurer une certaine paix. Mais il faut dire que lorsqu'on parle de paix ici, ce n'est pas dans le sens kantien du terme de la paix perpétuelle. Oui. Ce serait un leurre, une fiction cinématographique que de penser que dans un pays comme sur la scène internationale, on peut arriver à instaurer une paix perpétuelle. Oui. Ce serait un leurre parce que la lutte contre le terrorisme n'est jamais un terminus. Ce n'est jamais un programme qu'on puisse réaliser une fois pour toutes. Il reste toujours un processus permanent qu'on doit actionner jour après jour. Donc la paix qu'on négocie dans un pays, qu'on négocie sur la scène internationale, c'est une paix qui doit quotidiennement se consolider par des nouvelles stratégies et les nouvelles méthodes d'alerte. Il ne faudrait pas que les États dorment sur leur laurier en pensant qu'ils auront à un certain moment donné réalisé le processus de paix dans leur pays. Non. À chaque fois que le gouvernement réfléchit sur les mécanismes de paix, les djihadistes, les terroristes également réfléchissent de leur côté comment faire pour déstabiliser l'autre État. Et puisque nous sommes dans la globalisation et la mondialisation, nous sommes dans les relations internationales, il y aura toujours ce sempiternel, ce problème de l'intérêt national des États qui fera toujours en sorte que les États ne seront jamais d'accord sur la méthode, sur la stratégie, sur la vision à tenir au niveau international. Vous avez parlé de l'apport des partenaires internationaux, mais également de l'implication des populations dans la lutte contre le terrorisme. De toutes les façons, nous suivrons l'actualité de très près pour vous. On parle au total de 80 femmes enlevées donc dans la localité d'Arbinda, du côté du nord du Burkina Faso. Le bilan, ce serait donc alourdi, ou du moins les chiffres avancés font écho bien sûr de 80 personnes, 80 femmes enlevées de ce côté. Un mode opératoire sur lequel nous sommes largement revenus. La France de son côté a appelé bien sûr à la libération immédiate et sans appel, tout comme les Nations Unies qui se sont également insurgées contre cette opération menée par les djihadistes, par les terroristes, les 12 et 13 janvier dernier. On parle des enlèvements sur 2 vagues
On parle bien sûr surtout de ces 2 jours qui ont été clairement visés, ces femmes qui ont été ciblées donc du côté du nord du Burkina Faso. Nous en parlerons durant bien sûr nos prochaines sessions d'information sur des antennes de For You Media Africa. Parlons, messieurs, de l'axe Washington-Tokyo qui a été donc balisé selon les premières informations en provenance bien sûr du bureau ovale aux États-Unis, en prélude ou du moins à l'issue de cette visite effectuée en fin de semaine dernière par le Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui a rencontré le président américain Joe Biden. Ce dernier d'ailleurs a déclaré au Premier ministre japonais Fumio Kishida que les États-Unis restaient fermement engagés dans l'alliance entre leurs 2 pays à l'occasion donc de cette rencontre en fin de semaine dernière. La visite à Washington de Fumio Kishida, qui s'était rendu plus tôt à Paris et bien sûr à Londres, s'inscrit dans le cadre d'une tournée des pays du G7 dont le Japon occupe la présidence tournante. Lors d'une réunion dans le bureau ovale, Joe Biden a estimé que l'alliance entre les États-Unis et le Japon connaissait un moment remarquable, les 2 pays n'ayant jamais été aussi proches. Voilà donc l'alliance qui a officiellement été donc scellée, le renforcement de cette coopération, mais surtout l'axe Washington-Tokyo, plus que jamais balisé. Dr Tango, un premier commentaire sur le déplacement du Premier ministre japonais du côté des États-Unis. Bien avant, on rappelle bien sûr que Fumio Kishida s'était préalablement rendu du côté de la France à Paris ou encore à Londres au Royaume-Uni, avant bien sûr de retrouver le président américain Joe Biden du côté de Washington. Oui, du point de vue des relations internationales, il faut dire que cette visite-là entre sous le prisme normal de ces relations internationales et plus précisément du bilatéralisme entre les États, puisque dans les relations internationales, il y a généralement 2 méthodes de gestion de celles-ci. Soit les États procèdent par bilatéralisme, c'est-à-dire l'échange, la collaboration entre 2 États souverains, soit les États procèdent par multilatéralisme, c'est-à-dire un État peut décider d'adhérer à une organisation internationale telle que l'ONU, telle que l'OMC, etc., dans l'optique de rechercher le bien-être de son pays. Donc, sur le plan technique et international, cette visite ou ces multiples visites, parce qu'il faut dire que c'est presque une tournée internationale, entre sous le prisme normal des relations internationales qui est le bilatéralisme. Maintenant, lorsque je l'ai dit, il faut dire donc que cette visite-là ne peut pas être analysée sous un prisme simpliste de ces relations internationales. C'est pour dire que le Premier ministre japonais aujourd'hui, lorsqu'il se déplace, pour des intérêts de son pays. Il ne se déplace pas de manière ex nihilo, il ne se déplace pas pour rien, il ne se déplace pas pour le simple plaisir de se déplacer. Lorsqu'il se déplace, c'est parce qu'il a analysé que son pays avait un certain nombre d'intérêts à aller chercher ailleurs, à aller chercher auprès de ces pays-là. Lorsqu'on fait donc l'analyse de la situation internationale et plus précisément de cette sous-région, de ce qu'on appelle géographiquement l'Asie-Pacifique, il faut comprendre que c'est une région qui est aujourd'hui en situation trouble. C'est-à-dire, c'est une région qui est loin d'être un fleuve tranquille parce que bouillonnée par des tensions, bouillonnée par des émeutes, parce que cette zone-là est tiraillée entre plusieurs puissances qui sont loin d'avoir une même vision de la vie, une même idéologie du monde, qui sont loin d'avoir une même stratégie politique en termes de gouvernance. Donc, le Premier ministre japonais aujourd'hui s'est orienté vers ses partenaires classiques, ce que j'appelle généralement le bloc occidental. Vous savez que le Japon est de plus en plus en phase avec les pays libéraux, tels que les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, etc., etc. Donc, en commençant par la France aujourd'hui, c'était un signal fort pour aller chercher le soutien, d'accord, de la France, le soutien du Royaume-Uni et le soutien des États-Unis pour sa lutte dans la sous-région de l'Asie
Pacifique. C'est pour cela que, si vous me permettez, pour pousser l'analyse de cette situation, il faut privilégier trois grilles d'analyse. D'accord? Il faut analyser cette visite-là d'abord sous le prisme économique, deuxièmement sous un prisme géostratégique et troisièmement sous un prisme politique ou, si vous voulez, géopolitique. Sous le prisme économique, qui découle d'ailleurs de ce que j'ai convoqué hier, à savoir la théorie du modernisme, du post-modernisme, il faut dire que ces États occidentaux aujourd'hui, et fondamentalement les États-Unis, sont dans une situation de dégénérescence de leur économie. Et dans cette dégénérescence-là, ils sont de plus en plus victimes dans une situation d'entrecroisement des nouvelles autres puissances qui sont, eux, en train d'augmenter, de prendre le sommet. Donc, au moment où eux, ils sont en train de descendre, il y a d'autres puissances qui montent. Et cette situation-là fait donc en sorte que ces pays puissants-là, occidentaux-là, développent de nouvelles stratégies jour après jour pour ne pas perdre leur influence, pour, n'est-ce pas, continuer toujours à captiver l'adhésion ou alors l'affection de ces autres pays qui restent, n'est-ce pas, le dépotoir de l'écoulement de leurs matières premières et de leur économie. Voilà donc la situation économique mondiale aujourd'hui. Les États-Unis sont en difficulté, le bloc occidental est en difficulté. Confronté à une nouvelle grille de puissance telle que la Chine, telle que le Canada et la Russie, qui eux sont en train d'émerger et de monter. Comment faire donc pour contrecarrer cette nouvelle montée des pays émergents? Voilà d'abord le premier enjeu économique qu'il faut analyser. Et cet enjeu-là fait donc en sorte que les positions qui furent hier des positions dirimantes, c'est-à-dire des positions sur lesquelles ces pays du Nord industrialisés ne pouvaient pas négocier, sont en train d'être redéfinis. Par exemple, on a parlé hier du siège du Conseil de sécurité pour les Africains. Vous savez que dans le passé, c'est quelque chose qui était non négociable pour les pays du Nord. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de revenir pour contrecarrer l'influence des nouveaux pays émergents. La preuve, aujourd'hui, vous savez que le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon ne pouvait pas, n'est-ce pas, diversifier son partenariat militaire. Il a été interdit au Japon de diversifier son partenariat militaire en dehors de son territoire. Mais aujourd'hui, les États-Unis, le bloc occidental, donnent la liberté, l'opportunité, la licéité au Japon d'étendre son arsenal militaire en dehors de son territoire. Vous voyez donc que cette situation-là oblige ces pays occidentaux-là à revenir sur des positions qui étaient des positions tellement rigides pour eux. Maintenant, sur le plan géostratégique, il faut dire que dans cette sous-région qu'on appelle l'Asie-Pacifique, vous savez qu'entre le Japon et la Chine, ça ne passe pas toujours. Entre le Japon et la Corée du Nord, ça ne passe pas toujours. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut aller chercher le soutien ailleurs. Parce qu'à tout moment, la Chine, qui a démontré des capacités militaires très efficaces, peut frapper le Japon à toute heure. À tout moment, la Corée du Nord, qui de temps en temps effraie même les États-Unis, parce que les États-Unis aujourd'hui sont de plus en plus conscients de la capacité de frappe militaire de la Corée du Nord. Cette Corée du Nord n'est pas du tout en phase avec le Japon. Et maintenant, les États-Unis, donc, en tant que superpuissance mondiale, dans son ambition de jouer son rôle de gendarme du monde, voudrait donc dans chaque région avoir un allié fidèle sur lequel il peut, n'est-ce pas, s'appesantir pour déstabiliser ses ennemis. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que
en Asie du Pacifique, son allié c'est qui? C'est le Japon. Ouais. Si on prend par exemple du côté du Moyen-Orient, son allié c'est qui? C'est l'Israël. Si on revient par exemple du côté de l'Afrique, vous allez voir que c'est l'Égypte. Donc, les États-Unis ont toujours privilégié cette méthode-là pour pouvoir rester toujours maître du monde, gendarme du monde. Donc, le Japon aujourd'hui veut compter sur ses alliés pour contrecarrer l'influence chinoise, pour contrecarrer l'influence de la Corée du Nord dans cette sous-région qui est de plus en plus querellée par ces différentes puissances. Donc, c'est sous ce prisme-là, géostratégique, géomilitaire, qu'il faut comprendre et inscrire la visite du Premier ministre japonais, que ce soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux États-Unis. C'est dans l'optique d'aller chercher le soutien. Et d'ailleurs, dans ces différents pays, il a eu à obtenir des accords de défense militaire, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit aux nations, aux États-Unis. Donc, ces accords militaires stipulent quoi? Disent quoi? Quel est l'objectif? Du point de vue de la stipulation, ces accords militaires disent tout simplement que l'attaque, par exemple, du Japon par un ennemi signifie l'attaque contre les alliés du Japon. Ça veut dire que quoi? S'il arrive, par exemple, que la Chine, la Corée du Nord attaque aujourd'hui le Japon, de manière irréversible, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France se sentiront immédiatement attaqués et par conséquent interviendront pour contrecarrer la Chine, pour combattre contre la Chine. Voilà ce qui se passe. Donc, cela montre également, toujours sur le plan géostratégique et géomilitaire, que techniquement, les États-Unis sont de plus en plus conscients que la Chine reste un problème. Que la Chine détient une capacité de frappe aussi élevée qu'elle ne le pense. Cela montre que techniquement, la Chine fait peur à ce bloc occidental. Donc, voilà l'aspect la grille, n'est-ce pas, de l'analyse géostratégique. Et maintenant, pour sortir avec la dernière grille d'analyse, la grille géopolitique. Il s'agit, n'est-ce pas, de la querelle du leadership dans cette sous-région-là. C'est le leadership qui est querellé entre le Japon et la Chine. Le défi de la Chine aujourd'hui, c'est d'être maître de cette sous-région. C'est d'être puissant, influente. Et vous savez que il y a également ce projet d'affaiblissement qui pèse sur la Chine, qui est la sécession de l'État du Taïwan. Et vous savez le rôle que le bloc occidental joue quotidiennement pour que Taïwan se sépare de la Chine. Donc la Chine veut, n'est-ce pas, contrecarrer tout cela, veut que Taïwan reste son territoire. La Chine veut que le Japon reste sous son contrôle. Donc le Japon également, qui ne veut pas rester de plus en plus docile sous les oreillers de la Chine, va donc chercher auprès de ses partenaires la capacité militaire qui permettra de dissuader la Chine et qui pourra, n'est-ce pas, un jour l'élever vers le leader de cette sous-région qui est l'Asie-Pacifique. Docteur Sango, tout à l'heure, nous parlerons de la valeur de cette capacité militaire qu'est allé chercher le Japon auprès de ses partenaires occidentaux. On parle de la France, on parle du Royaume-Uni, mais également des États-Unis. Que vaut véritablement ce bloc aujourd'hui face à Pékin? Jusqu'où peuvent aller les relations nippo-américaines? De toutes les façons, nous reviendrons tout à l'heure parler de cela. Mais prenons également l'avis de Jonathan Batengene, qui revient également sur cette visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida. Bonjour à vous, messieurs. Quelle est votre grille de lecture autour, bien sûr, de cette actualité? Le docteur Sango a pris principalement 3 points majeurs pour appuyer son analyse. Il a parlé de l'aspect économique, il a parlé de l'aspect géostratégique, il a encore évoqué, entre autres, l'aspect géopolitique. À votre niveau, dans quel cadre inscrivez-vous la visite, ou du moins la tournée du Premier ministre japonais Fumio Kishida? Pour mieux comprendre la visite du Premier ministre japonais au président des États-Unis, il faut retourner à la genèse de cette ambiguïté relationnelle qui caractérise les
les échanges entre les pays de la mer de Chine. Déjà, rien que quand vous entendez mer de Chine, vous avez à première idée l'impression que c'est un territoire unilatéralement et totalement sous le contrôle de Pékin. Eh bien, l'ambiguïté qui règne là-bas est assez révélatrice de ce que la colonisation peut produire dans un espace donné. Alors, retournons un peu à la dynastie des Ming. C'est avant le XVIIIe siècle. C'est la dynastie régnante et cette dynastie était faite état de ce que elle contrôle l'archipel, les îles Diaoyutai en chinois. Et ces îles seront connues sur cette appellation jusqu'en 1900. 1900, pourquoi? Parce qu'au 19e siècle, il y a le Break of China, c'est-à-dire la colonisation de la Chine par plusieurs pays, plusieurs empires coloniaux, y compris le Japon en 1895 qui gagne sa guerre contre un territoire de la Chine et va l'occuper. Malheureusement, ce territoire est à cheval entre la Chine continentale et la mer de Chine, c'est-à-dire c'est une constellation d'archipels et de territoires continentaux. Le Japon va donc nommer une partie de ces archipels du nom de archipel Senkaku. Et en 1912, quand la dynastie des Qing est remplacée par la République de Chine, on va donc assister à la constitution d'une république amputée de certaines îles qui sont sous contrôle japonais. 1931, le Japon envahit la Chine à nouveau. L'invasion japonaise continue cette amputation et à l'occasion de la Deuxième Guerre mondiale et de la victoire des Alliés en 1943, à la conférence du Caire, les résolutions demandent au Japon de libérer tous les territoires occupés sur l'espace chinois, y compris les fameuses îles Diaoyutai, appelées en japonais îles Senkaku. En 1945, après la guerre, les Chinois vont connaître une guerre civile qui sera remportée en 1949 par le camp des communistes soutenu par l'URSS sur le camp des libéraux soutenu par les États-Unis. Le camp des communistes sera dirigé par Mao Tse-tung et le camp des libéraux par Chiang Kai-shek. La victoire communiste va amener les États-Unis à adopter une politique jusqu'au boutiste dans le soutien de Chiang Kai-shek, qui va se replier dans les îles Formose, qui sont une partie du territoire autrement antérieurement occupé par les Japonais. Donc les îles Formose en chinois, aujourd'hui appelées îles Taïwan. Donc les Chiang Kai-shek et son armée se retrouvent dans les îles Formose. Le Japon, qui est devenu un allié, une colonie états-unienne, ne se retire pas totalement des îles Senkaku, garde une certaine, c'est les États-Unis d'ailleurs qui auront une garnison là-bas. En 1971, les États-Unis vont signer, en 1972, pardon, les États-Unis vont signer un accord avec le Japon où ils rétrocèdent au Japon la totalité de la souveraineté des îles Diaoyutai en chinois, Senkaku en japonais. C'est un peu aberrant de voir qu'un territoire qui aurait dû passer sous contrôle chinois est passé sous contrôle japonais. Donc la République de Taïwan qui
n'était pas, qui était avant la République de Chine, et la Chine de Mao, qui était la République populaire de Chine, vont continuer pour la République populaire de Chine. Elle va continuer à clamer sa souveraineté sur les îles Diaoyutai. C'est donc le point de départ d'une contradiction depuis 1972. Japonais et Chinois se discutent le contrôle des dites îles. En 1999, on va découvrir du gaz dans ces îles. C'est des îles, du point de vue géostratégique, très riches. On parle d'eau très poissonneuse, riche en hydrocarbures. Donc ça va attiser les convoitises à la fois des Japonais et des Chinois qui veulent le contrôle de cette île, de cet archipel. Et en 2008, les Japonais et les Chinois s'accordent sur l'exploitation commune, co-exploitation des ressources gazières, ce qui va être réalisé en commun. Mais les incidents vont se multiplier parce que de temps en temps, en 2014 par exemple, il y a les gardes-côtes chinois qui rentrent dans le territoire, qui vont arriver tout proche des îles, dans l'archipel Diaoyutai ou Senkaku. En 2022, une frégate de la marine chinoise de l'armée populaire va également rentrer dans cette zone-là, créant toujours, chaque fois, un incident diplomatique avec le Japon. Alors, du point de vue géopolitique, cette contradiction entre les deux pays va être réexploitée par les États-Unis pour le compte de son influence dans la sous-région. Comment les États-Unis vont soutenir le Japon, même s'ils savent que les Japonais n'ont pas véritablement le droit de réclamer la souveraineté des îles Diaoyutai ou Senkaku en japonais. Donc, ils vont les soutenir néanmoins pour contrarier les Chinois à chaque fois. Et donc, ça va devenir un élément, un enjeu d'influence pour les États-Unis. Bien plus, il y a Taïwan. Taïwan, c'est la colonie états-unienne toute proche de la Chine, en mer de Chine. C'est le ventre mou de la stratégie maritime chinoise. Donc, les États-Unis vont soutenir Taïwan et vont rapprocher les Japonais de Taïwan pour davantage mettre en difficulté Pékin. Somme toute, ce dossier se présente comme étant le point d'appui de la stratégie états-unienne sur la mer de Chine. D'ailleurs, lors des dernières tensions entre les Chinois et les Taïwanais et leurs frères taïwanais, les États-Unis vont déployer 2 porte-avions dans la mer de Chine. C'est quelque chose d'aberrant parce qu'on parle de la mer de Chine, donc en principe une mer qui serait dévolue ou bien qui serait sous contrôle chinois. Donc c'est comme ça, ça permet aux États-Unis de se déployer dans la zone. Alors, jusqu'où peut aller ce partenariat? On peut assumer que aussi longtemps que perdurera l'ambiguïté d'abord sur les îles Diaoyutai en chinois, Senkaku en japonais, cette alliance, cette pseudo-alliance entre les États-Unis, mais cette alliance entre les États-Unis, Taïwan et le Japon va continuer de se faire ressentir pour contrarier Pékin. Si la Chine et le Japon, par miracle, trouvaient un accord concluant à long terme sur les îles Diaoyutai ou Senkaku, alors là, on pourrait assister à un retournement de situation, c'est-à-dire les États-Unis perdraient tout intérêt à intervenir dans la sous-région avec une certaine légitimité. Et cela mettrait en difficulté Taïwan. Donc, tout va dépendre de la Chine également. Si la Chine décide, et ça c'est le scénario qui est envisagé, si la Chine décide
d'aborder ce sujet du point de vue de la violence. Par exemple, on a vu avec les derniers incidents en mer de Chine, au large de Taïwan, avec la visite de Nancy Pelosi. Si la Chine décide d'utiliser la force et de récupérer ces îles et qu'elle y parvient, que la Chine vient avoir un contrôle total sur la mer de Chine, eh bien, c'en sera aussi fini de cette alliance pernicieuse qui menace le littoral et les bases maritimes chinoises. C'est un enjeu majeur dans le contrôle de la mer de Chine, mais plus largement dans le contrôle du commerce extérieur chinois. Parce que si le Japon et les États-Unis décidaient d'un blocus de la Chine à partir d'un blocus maritime, avec cette question, ça pourrait vraiment paralyser l'économie chinoise, du moins dans ses exportations. C'est un enjeu majeur, tant du point de vue géopolitique que du point de vue géostratégique. Pour l'instant, il n'y a que des scénarios qui sont avancés. Il n'y a aucune solution probable qui est proposée ou bien qui se dessine du fait d'un des acteurs. On assiste toujours là-bas à un gonflement de muscles de l'un ou de l'autre côté. Merci à vous, Jonathan Batengene, pour cette approche historique relevée tout au long de votre intervention. Vous êtes revenu sur pas mal de sujets, mais il faudrait qu'on s'intéresse, Dr Sango, notamment sur la capacité de ce bloc en vue. On parle entre autres d'un côté des États-Unis, on parle du Japon, on parle de Paris, entre autres, ou encore du Royaume-Uni, voire on pourrait éventuellement l'associer également à Taïwan. Et de l'autre côté, on parle entre autres de Pékin. Pékin aujourd'hui également qui nourrit donc des intérêts de ce côté, c'est-à-dire en suivant l'intervention de Jonathan Batengene, on se rend compte qu'il a également placé son analyse sur la même grille que vous, en évoquant notamment cet aspect géostratégique au sein de cette région. Alors, Dr Sango, que vaut véritablement ce bloc aujourd'hui? Ce bloc constitué entre autres de Washington, de Tokyo, de Paris, de Taïwan entre autres, ou encore du Royaume-Uni. Oui, je pense que cette stratégie-là, cette alliance-là vaut ce qu'elle vaut ce qu'elle veut, parce que sur le plan stratégique, nous sommes là dans la configuration des rapports de force, nous sommes là dans la recherche, n'est-ce pas, des intérêts dans un camp comme dans un autre, parce que il faut le dire, on ne peut pas du point de vue stratégique et des analyses dire que cette alliance-là pourra, n'est-ce pas, conduire à mettre en mal, par exemple, la Chine, parce que lorsqu'on voit également les rapports de force sur le terrain, les rapports de force restent équilibrés, parce que la Chine procède ainsi, le Japon procède ainsi, parce qu'ils se rendent de plus en plus compte que la Chine également n'est pas une patate qu'on peut manger crue, parce que la Chine également est une puissance. Il va vous dire qu'au même moment que ce bloc occidental signe des alliances entre eux, la Chine également signe sa part d'alliance avec, par exemple, la Corée du Nord qui est déjà là, avec la Russie également. Il faut dire que la Chine travaille ensemble avec la Russie sur ce problème du contrôle de la mer chinoise dont parlait Jonathan Batengene aujourd'hui. Et la Chine est avec la Russie. Donc vous voyez donc que sur le plan des rapports de force, ça reste équilibré. Et sur le plan, n'est-ce pas ici, militaire, on ne saurait dire que c'est telle alliance qui prendra le dessus sur telle autre alliance. Moi, de mon point de vue, je pense plutôt qu'il y a là ce que j'appelle souvent l'équilibre de la terreur. Et cet équilibre de la terreur va faire en sorte que pendant un bon bout de temps, qu'on puisse analyser une certaine stabilité, non seulement dans cette sous-région de l'Asie-Pacifique, mais également au niveau des relations internationales. L'enjeu également du Japon n'est pas seulement de contrôler cette mer chinoise ou alors d'avoir l'influence dans cette sous-région. L'enjeu du Japon également, c'est d'utiliser cette opportunité pour revoir sa politique pacifiste militaire qui lui a été imposée
en 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale, Oui. qui lui interdisait d'avoir des ambitions militaires. Oui, donc c'est une opportunité pour le Japon de s'inscrire dans cet axe-là. C'est une opportunité pour les États-Unis de signer cette alliance parce que les États-Unis pourraient capitaliser, n'est-ce pas, de cette alliance-là pour davantage renforcer sa politique de la dénucléarisation de la Corée du Nord. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Corée du Nord ne cache plus ses capacités militaires et ses capacités, n'est-ce pas, nucléaires, qui de temps en temps frappent pour montrer aux yeux du monde qu'en réalité, elle détient déjà et aussi des capacités militaires capables de frapper les États-Unis à partir de la Corée du Nord. Donc vous voyez donc que sur le plan militaire, nous sommes là dans un rapport d'intérêt où chaque pays veut maximiser son intérêt en fonction des ambitions qui sont les leurs. Donc, moi, je vais tout simplement dire que ne restons pas pessimistes, ne restons pas optimistes, mais restons tout simplement prudents pour dire que nous sommes là dans la configuration des rapports de force, dans la diplomatie militaire et même sécuritaire. Et comme j'ai souvent l'habitude de vous dire qu'en tête des grandes missions de la diplomatie figure généralement la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur la scène internationale. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui avec l'alliance entre le bloc occidental et le Japon et l'alliance entre la Chine, la Russie et la Corée du Nord. Il s'agit des rapports de force, il s'agit des ambitions qui peuvent être présents aujourd'hui, mais qui peuvent aussi être prévisibles pour demain. Il s'agit des ambitions de leadership que nous sommes en train de vivre là, aujourd'hui. Donc, pour finir ou alors pour chuter, je vais tout simplement dire que l'enjeu est énorme dans cette sous-région de l'Asie du Pacifique. Les États-Unis voudraient s'appuyer sur son allié, le Japon, pour contrôler cette sous-région, mais aussi et surtout pour imposer une grille idéologique de la démocratie libérale qui est de plus en plus en voie de disparition dans cette sous-région-là, parce que c'est une sous-région qui, du point de vue étymologique, était fondée sur la grille idéologique communiste. Donc l'enjeu des États-Unis aujourd'hui, c'est d'imposer la démocratie dans cette sous-région-là. Vous voyez les velléités de Taïwan. Taïwan qui est de plus en plus en train de surfer sur l'argument de la démocratie pour se détacher de la Chine. Et vous voyez le Japon qui est dans un régime politique qu'on appelle techniquement le parlementarisme constitutionnel, qui est également un modèle démocratique. Donc, le combat des États-Unis aujourd'hui, c'est de démocratiser ou du moins d'imposer un système politique qui sera, n'est-ce pas, conforme à leurs valeurs. Et vous savez que l'un des combats de ce bloc occidental, c'est d'imposer au monde leur vision, imposer au monde leurs valeurs, parce qu'ils pensent que c'est leurs valeurs qui méritent de gouverner le monde. Et à l'opposé, nous avons une contre-vision, une contre-pensée qui pense autrement. Donc, vous voyez donc que les enjeux sont énormes, dans un camp comme dans un autre. Le Japon veut surfer sur ça pour se maintenir comme leader de cette sous-région, pour ne pas être frappé à tout moment par la Chine, la Corée du Nord, et les États-Unis également ont des intérêts à s'allier avec le Japon. Là, l'observation que je vais faire, c'est quoi? C'est que cela nous montre également sur le plan historique que, en réalité, les relations internationales restent éternellement vraies. Et ce principe des relations internationales reste éternellement vrai, qui nous dit que dans les relations internationales, il n'y a pas des amis, il n'y a que des intérêts. Parce que le Japon et les États-Unis nous montrent aujourd'hui que cela est vrai. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première comme la Deuxième Guerre mondiale, le Japon et les États-Unis n'étaient pas des amis. D'accord? Vous vous rappelez des bombes de Hiroshima et de Nagasaki. Et c'est les États-Unis qui ont frappé le Japon. Mais quelques 40 ans, 60 ans après, nous voici
sur la scène internationale où deux ennemis d'hier se mettent ensemble pour combattre un nouvel ennemi. Donc, il faudrait donc qu'on sache, qu'on comprenne que dans les relations internationales, il n'y a pas d'amis permanents, il n'y a pas d'ennemis permanents, seul compte les intérêts entre les États. Docteur Sango, vous pensez que tel qu'il y aura cette ambiguïté en Asie-Pacifique, on assistera en guillemets à cette pseudo-guerre froide aujourd'hui qui oppose d'un côté Pékin au bloc occidental que vous avez tout à l'heure évoqué? La guerre froide n'est jamais terminée. Il faut le dire. Parce que dans les études historiques, politologiques, juridiques, on est toujours en train de dire que la guerre froide s'est achevée en 1991 avec la chute du mur de Berlin, avec la dislocation de l'URSS. Mais techniquement, si vous observez de près, vous allez vous rendre compte que la guerre froide n'est jamais terminée. Parce que qui dit guerre froide dit quoi? Dit une guerre qui se manifeste par des idées. Dit une guerre qui se manifeste de manière idéologique. Dit une guerre qui ne se manifeste pas à travers les armes. Or, lorsque vous voyez les différents conflits que nous avons aujourd'hui dans le monde, lorsque vous voyez les points de désaccord dans les États et sur la scène internationale aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est la contradiction entre les deux blocs classiques, à savoir le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Bloc de l'Ouest capitaliste et bloc de l'Est communiste. C'est toujours cette contradiction qui est en train de gouverner le monde et que nous sommes en train de vivre. Donc, dans ces différents pays où nous voyons des conflits, il s'agit tout simplement des conflits interposés. Il s'agit tout simplement des conflits de combat entre ces deux blocs qui veulent gouverner le monde. C'est vrai, aujourd'hui, techniquement, avec la chute du mur de l'URSS en 1991, les États-Unis sont devenus la seule superpuissance mondiale. Mais cette superpuissance mondiale est en train d'être querellée de plus en plus. Les autres ne se reconnaissent pas dans cette puissance-là. On va assister, ou nous sommes en train d'assister, à ce qu'un chercheur a appelé, n'est-ce pas, l'impuissance de la superpuissance. L'impuissance de la puissance. Et cette impuissance, cette superpuissance est en train de se manifester aujourd'hui. On voit comment les États-Unis sont en difficulté partout dans le monde. On voit comment les États-Unis sont de plus en plus en train d'être suppléés sur la puissance mondiale, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan commercial, que ce soit sur le plan même militaire. Les États-Unis aujourd'hui ne sont plus le seul pays capable de frapper le monde à partir de leur territoire. On a à côté aujourd'hui la Russie qui est en train de montrer des preuves à travers les différents blocs d'affrontement, que ce soit en Afrique, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Asie. On voit de plus en plus que la Russie est en train de caracoler la première puissance militaire. Sur le plan économique, ce n'est plus un secret de polichinelle que cette position-là est de plus en plus être suppliée par la Chine. La Chine aujourd'hui s'impose techniquement comme la première puissance économique. Donc, moi je dirais tout simplement que la guerre froide n'est jamais terminée. C'est cette même guerre froide qui est en train de continuer, mais peut-être sous d'autres formes. Sous d'autres formes où il n'y a plus des affrontements officiels, mais nous vivons plutôt des affrontements interposés à travers les différents pays. Il appartient donc aux autres pays qui ne sont ni d'un bloc ni de l'autre bloc d'utiliser cette opportunité, parce que l'heure n'est plus au retour de la bipolarisation du monde. Parce qu'il faut également dire que si nous sommes en train de condamner l'unilatéralisme, l'unipolarité dans les relations internationales telles que les États-Unis l'ont géré jusqu'ici, la bipolarité également est un problème. Il faudrait qu'on sorte du schéma de la bipolarité, de l'unipolarité pour le schéma de la multipolarité. Donc il appartient donc aux autres États sous-développés, aux autres États qui se livrent aujourd'hui comme terrain, n'est-ce pas, ici, d'affrontement, de définir un nouvel pôle qui pourra également leur permettre de s'imposer sur la scène internationale pour ne plus simplement être
des instruments sur lesquels on pourra s'appesantir pour faire prévaloir le pôle de l'Ouest ou encore le pôle de l'Est. Un accord est-il possible, Dr Sango, entre ces différents belligérants, entre guillemets, puisqu'on parle de guerre froide, puisque vous dites clairement que la guerre froide n'a déjà bien fini. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se diriger vers un accord entre le Japon ou encore la Chine pour définitivement mettre un terme à toutes ces ambiguïtés qui règnent de ce côté? Oui. Rien n'est interdit. Tout est prévisible sur la scène internationale. Oui. Je viens de vous indiquer ici qu'il y a 40 ans, 60 ans aujourd'hui, les États-Unis et le Japon, c'était deux chiens de faïence qui se regardaient comme des ennemis. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, dans les jours à venir, et puisque nous sommes dans les relations internationales, rien n'empêche à ce que le Japon et la Chine se rapprochent en fonction de l'intérêt qui sera cette fois-ci en jeu pour se mettre ensemble à l'effet de signer une alliance, un accord. Mais je pense que du point de vue technique et naturel, ils doivent comprendre qu'ils sont d'une même région et que les autres qui veulent le diviser veulent tout simplement le diviser pour leur propre intérêt. Les ambitions politiques, les ambitions de leadership ne servent généralement à rien lorsque nous sommes dans un même bloc. C'est ce qui a longtemps tué l'Afrique aujourd'hui. Vous savez que si l'Afrique n'arrive pas à s'unir aujourd'hui, c'est parce que chaque dirigeant veut exercer le leadership. On a tué Kadhafi, les présidents africains, ses collaborateurs n'ont pas suivi, n'ont pas porté le projet que nourrissait Kadhafi parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter que c'est Kadhafi qui devait être le président de l'Union africaine. Ils voyaient dans le combat de Kadhafi un combat hégémonique, un combat de leadership. Donc, ce problème de leadership-là, c'est un problème un peu dangereux qui joue en défaveur des États qui sont dans un même pôle. On peut chercher le leadership lorsque nous sommes dans un pôle autre que le nôtre. Par exemple, le leadership mondial, par exemple, le bloc de l'Asie-Pacifique peut se mettre ensemble pour chercher un leadership mondial. Là, ça s'entendrait. Mais lorsque vous cherchez le leadership au niveau d'un même bloc, cela ne vous avance pas. Cela vous maintient plutôt dans le chaos. Et généralement, l'adversaire, lui, qui est en train de chercher, n'est-ce pas, le leadership mondial, s'appesantit souvent sur ce genre de division pour vous pénétrer, pour vous diviser, pour vous rendre faible et à la suite s'imposer comme le véritable maître du monde. Voilà donc qui est dit, Dr Sango. Vous aurez l'occasion de dire un dernier mot, votre mot de fin autour de cette thématique concernant bien sûr l'alliance entre Washington et Tokyo à l'issue de la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida, qui s'est rendu en fin de semaine dernière du côté de Washington avec son homologue américain, le président Joe Biden. Les deux parties ont convenu d'ailleurs de renforcer leur coopération sur plusieurs aspects, mais surtout concernant l'aspect militaire. Aujourd'hui, ce bloc-là voudrait donc clairement, on va le dire, s'opposer à Pékin qui n'a jamais caché ses intentions concernant bien sûr la région de l'Asie-Pacifique. Nous en parlons ce matin. Vous pouvez également réagir via les différents codes d'accès qui s'affichent juste au bas de vos petits écrans. Mais bien avant, bien sûr, de vous repasser la parole, Dr Sango, allons du côté du Burkina Faso retrouver Pemanéa, qui est journaliste. C'est notre confrère qui revient également sur cette actualité. Il nous donne également son analyse. Alors bonjour à vous, monsieur Pemanéa. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cette alliance entre Washington et Tokyo, un bloc qui voudrait visiblement barrer la voie à Pékin? Bonjour, merci à Foyu Média pour l'intérêt qu'il porte à mon opinion au sujet donc des tensions qui s'annoncent donc en Asie, particulièrement entre la Chine et les États-Unis et le Japon, qui font en quelque sorte bloc commun contre donc la Chine qui depuis toujours a réclamé la réintégration totale de Taïwan donc dans son giron. Vous savez bien que c'est un vieux sujet qui a entraîné une sorte de statu quo où donc Taïwan n'est pas reconnu, en tout cas par la grande majorité écrasante donc des États du monde comme un État souverain. Elle est toujours considérée comme une province chinoise, un département de la Chine, de la grande Chine.
Mais depuis de plus en plus, Taïwan donc est aussi dans une posture de revendiquer une sorte d'indépendance. Et il faut préciser que cette indépendance-là est parrainée à la fois donc par les États-Unis, mais aussi par le Japon et par la Corée du Sud. Donc, ces pays avec qui les États-Unis ont une sorte d'alliance ou que les États-Unis sont présents, entretiennent une énorme influence depuis la Seconde Guerre mondiale, où donc le Japon et la Corée sont totalement sous protectorat américain. Les Américains y ont déployé pratiquement toutes les armes, y compris des armes nucléaires, pour dissuader à la fois la Chine et à la Corée du Nord. Mais la Chine, je pense depuis la bataille annoncée, enfin l'opération spéciale de Poutine annoncée en Ukraine, la Chine également est de plus en plus agitée par la question donc de faire réintégrer Taïwan dans son giron. Et ce qui a mis la poudre au feu, je pense que c'est la visite donc de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, il y a quelques mois, qui avait suscité donc une crise diplomatique sans précédent, ou également qui avait fait monter les tensions dans la région. On se souvient que la Chine avait donc mené des opérations et des tirs, y compris des tirs de missiles qui sont tombés donc dans les eaux territoriales donc du Japon, de la Chine et de Taïwan. Donc aujourd'hui, les États-Unis, se mettant du côté ou en renforçant leurs capacités, leurs capacités militaires avec le Japon, veulent s'inscrivent plutôt dans une sorte d'intimidation donc de la Chine, et pour essayer donc de faire miroiter le système ukrainien, ou donc pour le bloc occidental, l'Ukraine résiste et met en difficulté la Russie, quand bien même que, à l'évidence, c'est le territoire ukrainien qui est chaque jour en train d'être rasé, donc du fait donc de cette résistance absurde que les Occidentaux applaudissent. Donc le message est clair, ils veulent en quelque sorte bander les muscles pour intimider donc la Chine, et lui dit voilà, nous sommes prêts, c'est la première puissance militaire, et avec le Japon également qui est une puissance économique, et qu'ils ne vont pas se laisser faire. Donc c'est le message d'intimidation qu'ils essaient d'envoyer à la grande Chine. Mais je pense aussi que la Chine a suffisamment préparé, en tout cas ce qu'elle compte faire militairement. Depuis quelques années, nous savons que la Chine aujourd'hui est, je dirais, la deuxième puissance militaire. En termes de normes de soldats, elle est même la première. Donc, et au niveau économique, la Chine est quasiment la première puissance économique. Donc, c'est une guerre que je pense qu'elle a totalement ou minutieusement préparée. Et si elle devient inévitable, ce serait bien dommage. Mais je pense que la Chine serait totalement décidée à se réconcilier avec elle-même et à réintégrer une de ses provinces que les Américains ont toujours voulu annexer en quelque sorte. Quand je parle d'annexer, parce que l'incitation donc à quitter la grande Chine, c'est justement pour rejoindre la vision, le système américain, parce que Taïwan vit supervision donc des États-Unis. Donc c'est dit que c'est une immixtion extrêmement grave dans les affaires de la Chine depuis plusieurs décennies. Et à un moment donné, je pense que la Chine est totalement dans son droit, elle est dédiée assez, et que désormais, elle veut résoudre définitivement cette question. La réaction de Pemanea, journaliste burkinabé, par ailleurs président du cadre d'action pour la patrie. Il réagissait d'ailleurs en direct du Burkina Faso. Merci à vous, messieurs. Surtout bonne journée du côté de Ouagadougou. Docteur Sango, il interprète cela comme étant une manœuvre d'intimidation vis-à-vis de Pékin. Pensez-vous qu'elle aura l'effet escompté par ce bloc occidental? Peut-être je ne serais pas trop d'accord avec la terminologie d'intimidation, parce que nous sommes là dans le domaine militaire, le domaine de sécurité, le domaine d'ambition et de leadership. Je pense plutôt que on devrait plutôt privilégier l'analyse de ce qu'on appelle techniquement le dilemme de sécurité.
Le dilemme de sécurité, techniquement, en sciences politiques et dans les études de sécurité, c'est quoi? C'est une théorie qui voudrait que le renforcement des capacités militaires de ton voisin, ou alors de ton partenaire, ou alors de ton ennemi, élève ton niveau d'inquiétude. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un combat, lorsque vous êtes dans un pôle où vous ne partagez pas les mêmes visions du monde, lorsque ton voisin renforce sa capacité militaire, toi tu te sens en insécurité. C'est plutôt cette situation-là qu'on pouvait utiliser pour analyser, n'est-ce pas, cette alliance qui vient d'être signée. Vous voyez donc que au moment où les États-Unis signent l'alliance avec le Japon, ce que la Chine va ressentir du point de vue de ce dilemme de sécurité, c'est se sentir en insécurité et renforcer aussi son propre arsenal militaire. C'est ce qu'on a appelé la course aux armements. Qui prépare la guerre, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, c'est ce que je pouvais dire après la sortie de mon co-panéliste du Burkina Faso. Pour finir, je vais tout simplement dire que nous sommes là en pleine diplomatie militaire. En pleine diplomatie militaire où chaque pôle a des intérêts spécifiques. Je viens de vous parler du problème du leadership du Japon. Le Japon est dans un combat de leadership de la sous-région de l'Asie Pacifique, où il veut s'imposer comme le maître. Et techniquement, je vous ai expliqué que cette recherche du leadership-là, dans un même pôle, ne peut pas bénéficier, que ce soit au Japon, que ce soit à cette sous-région. Les États-Unis, eux, ils sont en train de chercher et de consolider leur leadership mondial. Vous voyez donc que du point de vue comparatif, qui est plus gagnant, qui est plus perdant? Les États-Unis sont gagnants parce qu'ils cherchent dans chaque partie du monde des pôles sur lesquels il pourra s'adosser pour contrôler le monde. Le Japon devra donc se ressaisir et comprendre que la Chine n'est pas forcément son ennemi. La Chine que les États-Unis sont en train de lui brandir comme étant son ennemi, la Chine reste son frère le plus proche. Parce que, en termes de guerre aujourd'hui, si on veut par exemple déstabiliser le Japon, je pense que c'est la Chine qui pourra être mieux placée de protéger le Japon du point de vue géographique, du point de vue de la proximité. Mais c'est ce que parfois les États ne comprennent pas souvent dans la lutte des intérêts entre les nations. Donc, je vais toujours finir avec la citation que j'aime souvent très bien utiliser, si vous me permettez, pour dire que, puisque nous sommes en pleine diplomatie militaire, en tête des grandes missions de la diplomatie figure toujours la configuration des rapports de force, d'ambition et de rivalité présents et prévisibles sur la scène internationale. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est sous ce prisme-là qu'il faut comprendre les alliances que le Japon vient de signer avec ses différents alliés du bloc occidental. C'est sous ce prisme-là qu'il faut comprendre les enjeux qui entourent l'Asie du Pacifique, les enjeux qui entourent même le nouvel ordre économique mondial, parce que au-delà de tout, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, le nouvel ordre mondial qui a longtemps été impulsé, porté par les États-Unis, est en train d'être querellé, est en train d'être renversé par d'autres puissances qui sont en train de caracoler cette première position et qui s'imposent de plus en plus comme des partenaires incontournables, tant au niveau économique, militaire que culturel. Voilà donc qui est dit. Merci à vous, Dr Sango, une fois de plus pour votre disponibilité ce matin. Merci également à nos invités de l'autre côté. On pense notamment à Pimanea du Burkina Faso ou encore de Jonathan Batengene que nous avons eu au téléphone ce matin. Merci à vous d'avoir été nombreux à l'écoute de ce programme sur les antennes de For You Media Africa, mais également sur nos différentes plateformes Facebook, For You Media Africa ou encore YouTube. Il vous suffit de taper For You Media Africa à chaque fois pour nous suivre en direct dans le cadre bien sûr de toutes les émissions qui sont produites ici même. Merci à vous, portez-vous bien. Nos programmes se poursuivent sur la meilleure de télévision, celle qui porte une vision différente sur le monde.